et qui n'en pense pas moins. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à toutes ces questions. Je crois les avoir toutes notées. La première portait sur le rôle de l'OIF. Le rôle de l'OIF, il est bien sûr central parce que c'est l'espace où on peut défendre la francophonie à plusieurs. Et par définition, l'espace francophone est un espace de diversité. C'est ce qui permet aussi justement ce décentrement que souhaite le président et que je souhaite aussi, cette idée que la francophonie n'est pas finalement une politique exclusive de la France. La francophonie doit être défendue aussi par le Liban, par le Maroc, par le Sénégal, par Haïti, et les Haïtiens, les Marocains, les Sénégalais tiennent à leur francophonie. Je pense que c'est très important, même je dirais sur le plan idéologique, parce qu'il faut se méfier et se défendre contre des monocultures. Beaucoup de pays aujourd'hui sont menacés par une forme de monoculture, par des gens qui disent vous n'avez qu'une langue, qu'une religion, qu'un livre, il ne faut vous intéresser qu'à ça. Donc la francophonie, c'est aussi un combat dans beaucoup de pays. Et je pense que l'OIF est un espace très très important pour défendre ça et pour lutter contre les conservatismes, les radicalismes et toutes ces formes de vision du monde. Ceci étant dit, je pense aussi que, tout comme la France aujourd'hui réfléchit à changer son regard sur la francophonie, l'OIF aura aussi pour mission sans doute de réfléchir à son fonctionnement, de réfléchir à ses budgets, de réfléchir à ses objectifs, sans doute de les resserrer autour de cette promotion de la langue française et du plurilinguisme. Les sommets qui arrivent dans les prochaines années, sommet d'Erevan en 2018, puis surtout le sommet de Tunis en 2020 qui va être aussi un moment d'anniversaire puisque ce seront les 50 ans de la conférence de Niamey, donc les 50 ans de la création de la francophonie multilatérale. Ça peut être aussi effectivement l'occasion d'une réflexion collective sur les moyens de l'OIF, sur ses fonctions et sur la manière d'y parvenir. Donc je pense qu'évidemment l'OIF est un espace où il faut aujourd'hui pousser pour une réflexion sur les moyens et sur l'efficacité surtout de chacun. J'ai été très touchée par votre question sur l'Afghanistan, parce que moi-même, je me suis rendu compte à quel point les instituts français, mais aussi les associations dans les lieux de guerre, dans les lieux où les femmes aussi sont mises à l'écart de la société, peuvent jouer un rôle absolument essentiel et effectivement très émouvant. Hier, avec le président de la République, par exemple, on a rencontré une association qui, à travers l'apprentissage du français aux réfugiés, permet, et notamment aux enfants, permet leur intégration, permet aussi de créer du collectif. Ces enfants ont joué Britannicus de Racine alors qu'ils sont depuis moins de 6 mois en France et l'ont joué de manière merveilleuse en maîtrisant ce texte, en découvrant une langue française exigeante, extraordinaire, et je trouve que c'est merveilleux. Et moi-même, je vais participer aux travaux d'un prochain institut français qui va se créer à Mossoul, qui travaille là aussi sur le théâtre, sur les bibliothèques. Et effectivement, nos instituts ne sont pas et ne doivent pas être simplement des lieux chics pour expatriés français ou pour l'élite de certains pays qui viennent pour emprunter des films et des livres. Ça doit être des lieux qui permettent à la jeunesse, aux femmes, aux populations défavorisées d'ouvrir leurs horizons et d'accéder justement aux valeurs que vous avez tous rappelées, d'humanisme, de liberté, d'émancipation. Donc évidemment, ces instituts-là doivent être encore plus protégés que les autres parce que ce sont des bulles tout à fait particulières et je serai très attentive à cette question de l'Afghanistan. Vous pouvez compter sur moi. Donc vous m'avez tous à plusieurs reprises posé la question des moyens. Je vais vous répondre par plusieurs choses. J'espère que... Enfin voilà, je ne pourrai sans doute pas rentrer dans tous les détails techniques, mais le président l'a rappelé hier, il veut absolument renforcer les instituts français qui doivent devenir l'opérateur de référence pour la promotion, pour la diffusion non seulement de la langue française, mais de la culture française. Il a parlé hier de sanctuarisation. Donc à partir de l'année prochaine, les moyens des instituts français seront sanctuarisés. Comme vous le savez sans doute, la plupart des instituts français dans le monde aujourd'hui, par la qualité de leur travail, par les cours de français, etc., ont aussi, pour beaucoup d'entre eux, réussi à avoir une autonomie financière, ce qui est extraordinaire. Moi, je voyage en tant qu'écrivaine dans tous les instituts français dans le monde qui m'accueillent toujours dans des conditions extraordinaires et il faut voir le travail qu'ils font pour organiser des cours de français, des conférences et pour permettre aussi de vivre par eux-mêmes et c'est très très souvent un succès. C'est le cas à Casablanca où je suis allée il n'y a pas longtemps, c'est le cas dans beaucoup de pays. Il y a aussi cette volonté d'ouvrir 10 alliances françaises par an. Par exemple, cette année en Tunisie, on va en inaugurer 6. Il n'y avait pas eu d'alliance française en Tunisie depuis 1948. Et les alliances françaises font elles aussi un travail tout à fait formidable et très efficace pour la promotion du français et son enseignement.
Et concernant les lycées français à l'étranger, comme je vous l'ai dit, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est donc saisi d'une mission pour réfléchir à sa réorganisation et à son budget, évidemment, qu'il faut consolider. Moi, j'ai fait toute ma scolarité dans ces lycées-là, auxquels je suis très attachée. Donc, on aura les résultats de cette mission en août 2018. Mais le président a déjà confirmé que les crédits de l'AEFE seraient préservés en 2018 et 2019. Il y a aussi la volonté d'engager plus de professeurs locaux, des professeurs sur place, et donc il y aurait un statut différent et donc un poids sur la masse salariale qui, selon ce que je comprends, serait différent. Ça rejoint aussi la question sur le ministère de la francophonie, cette question des moyens finalement, parce que je crois qu'il y a un changement de méthode. Il y a la volonté finalement d'adopter une méthode très transversale, de considérer que la francophonie, c'est pas un petit dossier fermé avec, voilà, on étudie un certain nombre de dossiers, c'est au contraire quelque chose qui doit être au cœur de l'action de tous, que quand on est ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, ministre des Sports, des Affaires étrangères, on a tous affaire avec la francophonie, que la francophonie doit être voilà, dans l'esprit de chacun. Donc je pense que c'est voilà, cette méthode-là qui est aujourd'hui à l'œuvre, faire remonter les idées de partout, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de ministère de la francophonie plus tard, ça je ne peux pas vous répondre. Et il y a également un secrétaire d'État, M. Jean-Baptiste Lemoyne, qui est secrétaire d'État à la francophonie, qui représente la France à l'OIF au Conseil ministériel de la francophonie et qui est très à même voilà, de répondre sur ces sujets. Il y avait également la question du tarmac. Alors je sais que c'est une question qui mobilise aussi beaucoup. Ce que je peux vous dire, parce que c'est pas une question sur laquelle je travaille, c'est vraiment une question qui a été prise à bras-le-corps par le ministère de la Culture. D'abord, il y a eu un rapport sur ce théâtre du tarmac, et de ce que j'en sais, il y avait le sentiment que le théâtre ne répondait pas aux missions qui étaient les siennes, et donc il y a eu la décision de le remplacer par le théâtre ouvert, qui est dirigé par Caroline Marcillat, qui est une femme, voilà, une grande professionnelle, qui est très reconnue par ses pairs, qui a travaillé notamment plusieurs fois au Festival d'Avignon et qui a le projet évidemment d'intégrer des créations francophones dans son théâtre. Moi, mon sentiment à titre personnel, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas ghettoiser la francophonie, que la francophonie n'a pas à être dans un petit espace où on mettrait ce qu'on appellerait des auteurs francophones et puis on se sentirait d'une certaine façon, voilà, on aurait rempli sa mission. Je crois que la francophonie, elle doit être absolument partout, elle ne doit pas être une sorte de périphérie, c'est-à-dire qu'on mettrait la grande littérature française dans les grands théâtres et puis on aurait... Non, je pense que ça doit être une mission de tous les directeurs de théâtre, de tous les directeurs de théâtre aujourd'hui. Je pense qu'il est extraordinaire que Wajdi Mouawad puisse monter ses pièces à l'Odéon. Je pense que Ivo van Hove est un très grand metteur en scène francophone également. Donc je ne pense pas qu'il faille voilà, forcément ghettoiser cette littérature ou cette création francophone. À mon avis, ce serait une mauvaise idée. Et quand on lit aujourd'hui les grands intellectuels africains, caribéens, ils s'insurgent souvent contre ce sentiment lorsque l'on parle d'eux voilà, comme simplement des écrivains francophones qui seraient à l'extérieur de la grande littérature française. Donc, le ministère de la Culture va présenter, je crois, dès cette semaine, son projet autour de la création francophone dans les théâtres. Donc, voilà, ils sauront vous répondre mieux que moi sur ces sujets. Alors, vous avez parlé de l'abus d'anglicisme dans les médias et de ce que nous pouvions faire. Évidemment, nous n'allons pas punir les médias qui abusent d'anglicisme. Je suis d'accord avec vous, mais je ferai une sorte de distinction. Je pense qu'il y a bien sûr des anglicismes qu'on pourrait appeler anglicismes de paresse, qui sont dus au fait qu'on ne fait pas l'effort d'aller chercher le bon mot et qui sont liés en réalité au rapport que l'on a à la langue, à l'amour que l'on a à la langue, à la fierté qu'on a au fait de parler une langue. Parce que quand on aime une langue, on recherche la précision, on recherche le mot juste, on recherche la clarté. Donc il y a, je pense, surtout une forme de paresse contre laquelle on peut lutter, d'abord par le sentiment de fierté. Et je pense que ce sentiment de fierté vient par les modèles, les passeurs, les créateurs, les intellectuels, les artistes qui parlent ce français et qui le défendent et qui essayent de transmettre cet amour. Et il passe évidemment à l'école par l'apprentissage d'un bon français, par la lecture. Quand vous lisez un grand texte de français, quand vous lisez un poème extraordinaire, vous avez ensuite vous-même, je crois, l'appétit
d'aller chercher le bon mot. Donc voilà, cette paresse-là, il faut lutter contre elle. Ensuite, je ne crois pas que tous les anglicismes soient mauvais. Vous savez qu'une très très grande partie de la langue anglaise vient du français. Au fond, les Anglais, quand ils parlent l'anglais, ils parlent beaucoup le français, souvent sans le savoir. Ils font du français sans le savoir. Et nous utilisons aussi l'anglais parfois parce que l'anglais, fait par l'histoire, fait aussi en partie de notre langue. Donc il y a certains mots d'anglais qui aujourd'hui sont entrés dans le langage courant. Je ne crois pas qu'il faille de manière systématique s'en offusquer, parce que je ne crois pas qu'il faille adopter une attitude totalement rigide vis-à-vis de la langue. La langue aujourd'hui, surtout dans le monde dans lequel on vit, comme l'a très très bien écrit Édouard Glissant, aujourd'hui quand on parle une langue, on parle toujours plusieurs langues. Quand on parle le français, on parle en même temps l'arabe, le créole, l'espagnol, le russe. C'est une langue voilà, qui est finalement infusée par toutes les autres langues, et c'est sa force et sa beauté. Donc je crois qu'il ne faut pas adopter d'attitude trop défensive ou qui pourrait paraître arrogante, parce que la beauté de cette langue aussi, c'est sa pluralité. Vous avez justement parlé aussi des langues qui disparaissent chaque année. Il y a chaque année 25 langues qui disparaissent. Et je crois que c'est très, très important. Et c'est l'honneur de la francophonie de défendre le plurilinguisme. Et le président l'a rappelé hier, et c'est quelque chose que je défends avec beaucoup de cœur. Je crois qu'il est très important qu'on enseigne plus et mieux toutes les langues en France, qu'on les enseigne dans nos universités, qu'on enseigne les langues locales africaines. C'est très important aussi que nos fonctionnaires, nos ambassadeurs, nos diplomates, lorsqu'ils arrivent dans ces pays-là, parlent les langues locales. Il y a, je parlais de paresse tout à l'heure, il y a une paresse francophone aussi. Quand on arrive dans les pays francophones, comme les gens parlent français, souvent, on n'apprend pas les langues étrangères. Et j'ai rencontré beaucoup de gens dans les pays francophones qui me disaient, je connais des Français qui vivent depuis 20 ans au Maroc et qui ne parlent pas un mot d'arabe. Je connais des gens qui vivent depuis 20 ans au Sénégal qui ne parlent pas un mot de Wolof. Je crois qu'il est important aussi pour nous, Français, si l'on veut convaincre de la nécessité et de la beauté d'apprendre d'autres langues, que nous-mêmes, nous apprenions d'autres langues et que nous les parlions bien. Et je crois que c'est aussi prouver que quand on veut accéder à l'autre, à sa culture, à la dignité de sa culture, c'est important aussi qu'on enseigne ces langues. Donc c'est évidemment un dossier qui me tient beaucoup à cœur, et à celui du président aussi. Sur la question des brevets, alors je ne connais pas l'aspect technique, et je ne pourrais pas vous répondre sur les aspects les plus techniques, mais je sais effectivement que, en tout cas à l'OIF, la question normative, la question des brevets, la question du français juridique est une question extrêmement importante sur laquelle il y a quelques grands spécialistes. Je n'en suis pas, mais je me pencherai sur cette question. Je sais qu'elle est importante, mais sans doute un peu aride. Je ne me suis pas encore complètement plongée dedans. Pour ce qui est des programmes scolaires, bien sûr, moi j'en ai parlé à plusieurs reprises à Monsieur Blanquer, qui est tout à fait favorable effectivement à ce que très tôt on enseigne aux enfants des écrivains francophones qui ne sont pas français. Par exemple, je me suis rendu compte que tout simplement Sangor, un poème de Sangor, tout à fait simple, que moi pourtant j'ai appris étant petite, il y a énormément d'enfants qui ne connaissent pas et qui ne savent pas du tout qu'il y a eu de très grands poètes sénégalais en langue française. Donc je pense que c'est important, et pas seulement au lycée, dès la petite enfance, on commence à apprendre ces auteurs-là. Effectivement, moi je plaide beaucoup pour ça, c'est fondamental. Quant à l'Erasmus, j'ai vu à plusieurs reprises effectivement cette idée, elle est aussi dans le rapport Attali. Aujourd'hui, je crois que la priorité, elle est donnée effectivement à la question de la mobilité. Il n'y a pas encore cette idée d'Erasmus qui est vraiment prise totalement au sérieux, mais en revanche, la question de la mobilité est fondamentale pour les artistes comme pour les étudiants. Donc, il sera donné des visas longue durée aux étudiants qui ont fait une partie de leurs études en France. On favorisera les allers-retours pour qu'un étudiant qui s'est fait des liens, des amis, qui a travaillé en stage, par exemple, dans une entreprise, puisse revenir facilement en France. Et évidemment, aussi, la question des artistes est importante. C'est une question aussi qui peut être l'objet de beaucoup d'humiliation pour des artistes francophones qui connaissent très très bien notre culture, notre pays, qui ont envie de venir se présenter sur des scènes. Moi, j'en ai été témoin dans un pays comme le Maroc, qui n'arrive pas à obtenir des visas pour aller en France, pour aller à Bruxelles. Donc, il y aura dans les ambassades un référent qui sera particulièrement sensibilisé à cette question et qui s'occupera de la question des visas pour ces artistes. Ça me paraît effectivement absolument essentiel pour la circulation des idées francophones, parce qu'on ne peut pas défendre cette circulation et ensuite la rendre concrètement impossible. Oui, sur le fait que c'est la langue du colonisateur et que cette langue est très marquée, c'est évidemment
tout à fait vrai. Je suis même moi-même par mon histoire, je suis faite de ça. Mes parents n'ont pas appris le français parce qu'ils l'ont choisi. Ils ont appris le français parce qu'ils vivaient dans un pays colonial et mon père pensait que les Gaulois étaient ses ancêtres. Mais finalement, moi, ma grand-mère ne parlait pas le français. Et quand je récitais devant elle un poème de français, elle se mettait dans une grande colère parce que pour elle, c'était une langue très, très marquée. Et pourtant, vous voyez, aujourd'hui, je publie des livres en français. C'est une langue que j'aime. Et je crois que, comme le disait Kateb Yassine, c'est un butin de guerre. Et à la fin d'une guerre, un butin, on ne le rend pas. On le garde et on essaye d'en faire pour soi-même un outil de liberté et d'émancipation. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. Et je me méfie aussi beaucoup de ceux qui voudraient faire parfois une rente du post-colonialisme et qui voudraient enfermer la jeunesse des pays coloniaux en leur disant qu'apprendre le français, c'est trahir et qu'apprendre le français, c'est finalement accepter cette histoire et dire qu'elle est effacée. Pas du tout. Mais je ne crois pas que c'est trahir que d'apprendre le français. Je pense qu'il faut offrir à ces jeunesses-là non seulement le français, mais l'anglais, l'espagnol, toutes les langues et qu'il faut sans doute aussi désidéologiser le rapport que nous avons aux langues, quelles qu'elles soient. Ministère de la francophonie, je vous ai répondu. Ah oui, pour le monolinguisme français, je voulais dire que la langue, les autres pays ont d'autres langues officielles. Donc je parlais des langues officielles, pas du fait qu'il n'existe pas de langue corse ou de langue bretonne ou alsacienne. Ma grand-mère est alsacienne, m'a parlé l'alsacien toute ma vie. Je ne me permettrai pas de dire que ça n'existe pas. Pour la saison des cultures africaines en 2020, je pense que justement, ça sera une très très bonne occasion de sensibiliser tous les acteurs de la culture à la vivacité de cette création africaine. Il y a aussi le fait que pendant très longtemps, on a eu une vision un peu poussiéreuse de la création africaine. On connaissait quelques noms, bon, et puis un peu dans la photo, un peu dans le cinéma, et puis voilà. Je crois que c'est très très important de se rendre compte que la création africaine aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 20 ans. Elle est foisonnante, elle est absolument extraordinaire, elle se déploie dans tous les domaines, dans le stylisme, dans le numérique, dans le cinéma, dans l'animation. Donc je crois que ça sera aussi une manière d'éveiller les consciences, d'éveiller les producteurs, les diffuseurs sur cette question-là. Ce dont je vous parlais tout à l'heure pour les assises de l'édition, finalement, c'est dans cette même logique, c'est-à-dire réfléchir à l'espace francophone comme un espace de circulation. Comment on fait pour que les œuvres circulent le mieux possible et pour que les œuvres soient le plus accessibles possible? Parce que je vais vous donner un exemple qui est personnel. Lorsque mon livre Chansons douces a reçu le prix Goncourt, il a été envoyé au Maroc. Je suis marocaine et je suis pour les Marocains un prix Goncourt marocain. Ils avaient envie d'acheter le livre, sauf que le livre sort au Maroc dans l'édition Gallimard et coûte 200 dirhams. Ça veut dire qu'il est inaccessible à la population marocaine. Et c'est pas possible d'avoir des livres qu'on ne peut pas faire circuler dans ces pays-là, alors même qu'on a des auteurs comme Kamel Daoud, comme moi-même, comme énormément d'auteurs qui venons de ces pays-là, et les gens ont cet appétit, ont envie d'acheter ces livres. Simplement, ils ne peuvent pas. Alors en plus, ça augmente le téléchargement illégal. Ce sont des livres qui vont être photocopiés, dans lesquels on va enlever certaines choses. Vous imaginez bien que quand on publie ensuite un livre comme celui que j'ai publié sur la sexualité au Maroc, etc., ça veut dire que c'est des livres qui ne sont pas surveillés. Il n'y a pas un éditeur derrière qui surveille le livre, comment il est vendu. Donc, je pense que c'est très, très important pour des raisons d'accès à la culture et pour des raisons, effectivement, aussi d'ouverture et pour des raisons de protection des données même qui sont dans les livres. J'ai parlé des études de langue. Excusez-moi. Alors, j'ai pas tout à fait compris, je suis pas sûre d'avoir totalement compris la question sur Michaël Jean qui était contradictoire avec le président français, mais moi j'ai le sentiment qu'au contraire, Michaël Jean veut absolument restaurer le français dans toutes les organisations internationales. Elle vient juste de rentrer des Nations Unies où elle a mené un combat très fort là-dessus. Elle se bat aussi pour le restaurer partout, à la Commission, à Bruxelles. Alors, moi, je ne connais pas ces institutions. Je suis jamais entrée dans le cœur de ce réacteur, mais j'entends effectivement beaucoup dire qu'on y parle énormément l'anglais. Le président a même dit hier dans son discours que depuis le Brexit, il avait l'impression qu'on n'avait jamais autant parlé anglais dans les institutions européennes. Donc effectivement, il est extrêmement important et peut-être que le Brexit est une occasion, j'allais dire, de faire revenir aussi le français en Europe. Le président a aussi beaucoup insisté là-dessus. L'Europe a été une grande
terre du français. Au XVIIIe siècle, toutes les élites européennes parlaient le français. Quand vous étiez Tolstoï, Stefan Zweig ou n'importe quel grand écrivain, vous deviez parler le français, vous deviez pouvoir avoir une correspondance avec d'autres écrivains en français. C'était une langue essentielle, absolument incontournable. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à cette langue qui était un peu, enfin même très élitiste, un peu hégémonique, mais je crois qu'il faut redonner le goût du français en Europe. Et je pense que quand on parle d'Europe des peuples, quand on parle d'Europe des âmes, c'est peut-être par les langues que ça passe. Je pense que si on ne peut pas se comprendre, si on ne peut pas parler des langues, si un Français ne peut pas parler l'allemand, l'espagnol, un peu d'italien, il aura bien du mal à se rendre compte à quel point il est européen. Donc moi, je milite énormément pour que les Européens puissent parler au moins deux langues, en plus de leur langue maternelle, des langues européennes. Et je pense que ça contribuera énormément à un sentiment d'appartenance européenne. Et puis, effectivement, voilà, ça donnera envie d'aller vers les cultures, de lire de la littérature, de regarder des films. Donc pour moi, tout ça va ensemble. Pardon, j'ai pris des... oui, alors sur l'expression du président en anglais. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Moi, je crois que c'est très important aussi de montrer qu'on est capable de parler d'autres langues. Parce que justement, pour donner envie aux gens d'apprendre votre langue, il faut aussi montrer que vous êtes une langue ouverte, une langue qui est ouverte vers le monde. Moi, je n'ai aucun... Enfin, même je suis fière de parler l'anglais, je suis fière de parler l'arabe. Et quand je me trouve dans un contexte qui demande que je parle l'anglais ou que je parle l'arabe, eh bien, je le fais parce que ça me permet aussi de capter mon auditoire, de parler de mon livre, de parler de ma culture. Quand je suis invitée dans des festivals étrangers et qu'on me demande de m'exprimer en anglais, je m'exprime en anglais. Je peux vous dire que c'est très bien aussi parce que beaucoup de gens viennent me voir ensuite et me disent « Ah, c'est rare un écrivain français qui parle l'anglais et qui peut venir nous faire une conférence sur son livre. Ah bah tiens, je vais acheter votre livre et puis je vais l'acheter dans les deux langues parce que moi je parle un petit peu français, je pourrais regarder la traduction. » Et c'est exactement cette idée de la traduction. Vous savez, Umberto Eco, il disait la langue de l'Europe, c'est pas l'anglais, c'est pas le français, c'est la traduction. Et justement, on doit être capable de passer d'une langue à l'autre. On doit être capable de s'adapter à l'autre, de traduire aussi dans notre esprit la culture de l'autre et de s'adapter aux différents contextes. Donc moi, je crois que nous sommes dans un monde du plurilinguisme. C'est l'avenir des prochaines générations, pour qui d'ailleurs le plurilinguisme est une évidence. Donc moi, je crois que plus on parle de langues, meilleur c'est. Malebranche disait qu'un homme qui parle plusieurs langues est autant de fois homme qu'il parle de langues. Donc c'est bien, c'est un ajout d'humanité. Donc je crois que c'est important de parler plusieurs langues. Sur les droits des femmes, vous me parliez de la question des femmes. Je crois que l'OIF est très engagé. Michaëlle Jean en particulier a vraiment voulu mettre ça au cœur des actions de l'OIF. Elle a notamment à cœur de mettre en place des réseaux de femmes, permettre que les femmes à l'intérieur de l'espace francophone se connaissent, créent des espaces de solidarité, puissent travailler ensemble. Il y a eu à Bucarest une grande réunion des entrepreneurs francophones et ça a été un immense succès. C'était très émouvant parce que vous aviez des Congolaises, des Roumaines, des Haïtiennes, des Françaises qui ont toutes travaillé ensemble, que des femmes qui se sont échangées aussi des contacts, des idées, des expertises. Et donc, il y a vraiment, Michaëlle Jean, elle a vraiment ça à cœur. Elle a aussi beaucoup, beaucoup à cœur l'éducation des jeunes filles et l'autonomisation des jeunes filles, notamment dans les milieux ruraux. Faire qu'on ne trouve plus d'excuses pour empêcher les jeunes filles d'aller à l'école, des excuses qui peuvent être les menstruations, des excuses qui peuvent être le fait qu'il n'y a pas de toilettes dans les écoles, des excuses qui peuvent être qu'elles doivent s'occuper de la récolte et qu'il faut qu'elles restent parce que c'est le moment de la récolte, etc. Donc elle monte énormément de programmes et je crois qu'elle a l'intelligence aussi d'utiliser l'expertise des jeunes Africains eux-mêmes, de ceux qui ont réussi justement à sortir des zones d'exclusion, à sortir de la ruralité et qui développent des choses extraordinaire. Je peux vous donner par exemple un exemple d'un jeune burkinabé qui a créé une application qui permet à distance d'arroser son champ. Et une toute petite chose comme ça, je peux vous assurer que ça change la vie de milliers de jeunes filles. Parce que la mère ne leur dit plus ensuite, il faut que tu restes à la maison parce que pendant que moi, je vais aller vendre des choses au marché, toi, tu vas rester pour arroser. Eh bien non, maintenant, les choses peuvent se faire à distance. Donc ça aussi, ça demande l'accès au numérique, l'accès à la téléphonie mobile. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont transversales, qui sont extrêmement liées. Et l'OIF est très engagé sur les questions liées au numérique en allant là encore chercher l'expertise des jeunes eux-mêmes et l'expertise de ceux qui sont sur le terrain parce qu'ils ont fait le diagnostic, eux, des problèmes et ils savent où sont les solutions. Donc je pense qu'il ne faut pas adopter de position surplombante ou arrogante. Il faut aller demander à ceux qui vivent les problèmes
là où ils les vivent, quelles sont les solutions. Et je crois que Michaëlle Jean, elle a vraiment à cœur de procéder selon cette méthode qui me paraît être efficace. Oui, alors ensuite, voilà, pour résumer, vous parliez du fait de se doter d'une seule et même institution. Je ne sais pas si si ce serait totalement efficace. Bon, il va y avoir le projet, vous le savez, à Paris, de fusionner l'Institut français, la Fondation Alliance, l'Institut français et la Fondation Alliance française, mais ça c'est à Paris. Après, vous savez, à l'étranger, je crois que l'Institut français et l'Alliance française travaillent vraiment de manière assez efficace à deux, parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes fonctions et puis souvent ne sont pas aux mêmes endroits. Et ça, c'est très important aussi parce que ça permet un très bon maillage. Moi, j'étais par exemple là en Chine, et en Chine, il y a vraiment une réflexion pour ne pas faire évidemment une alliance française là où il y a un gros institut français. Mais quand vous allez à 3 heures de la Corée du Nord et que vous trouvez une alliance française qui permet aux jeunes qui sont là de pouvoir accéder à l'enseignement en français, c'est extrêmement important dans un endroit où il n'y a pas d'institut. Et à l'inverse, quand il y a un gros institut, ben, l'alliance se met ailleurs. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail qui se fait entre les deux dans la plupart des pays. Donc je ne suis pas certaine qu'une seule et même institution, surtout que l'Institut français travaille aussi sur évidemment la diffusion culturelle, invite des artistes, voilà, à différentes missions, alors que les alliances françaises sont vraiment sur l'enseignement, notamment pour les petits. Ils ont une grande expertise dans ces domaines-là. Donc je crois que les deux travaillent de concert de manière assez efficace. Voilà.